Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Aujourd'hui encore et même pour les jours suivants, nous allons consacrer cette émission à l'élection. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Aujourd'hui encore et même pour les jours suivants, nous allons consacrer cette émission à l'élection française. Pour la simple raison que les résultats de cette élection seront d'une grande importance, non seulement pour les pays du Maghreb, mais aussi et surtout pour les populations de confession musulmane et d'origine maghrébine, qu'elles soient de nationalité française ou non, puisque la discrimination ne fait pas cette distinction. Nous aurons tous constaté, n'est-ce pas, que le racisme ordinaire et l'islamophobie se sont outrancièrement décomplexés en France, et un peu partout dans le monde par ailleurs, à un point où même les mouvances et les personnalités politiques les plus tolérantes, les plus bienveillantes, se sont crues contraintes de mettre du vin dans leur eau, d'adopter elles aussi ce prêt-à-penser et à déclamer sur les désormais boucs émissaires de la vie politique française, pour être en phase avec cette grande demande sociale en xénophobie, en exécration et en marginalisation. À un point où blasphémer l'islam, et seulement l'islam, se revendique désormais comme un droit inaliénable, une liberté incontestable, au point où un roman indigeste devient un best-seller juste parce qu'il ravale l'islam à l'égout, où un méchant gribouillis, une caricature injurieuse, devient une œuvre d'art juste parce qu'elle croque le prophète de l'islam. Mais il n'y a pas que l'islamophobie, qui se dit être plutôt de l'islamistophobie. Il y a aussi le racisme ordinaire, contre des populations qui ont été insidieusement ghettoisées, que la société prive d'un véritable accès à la pleine citoyenneté, à l'emploi, à la visibilité politique, à certains postes. Des populations qu'on a confinées à ce qui s'appelle aujourd'hui les quartiers, quasiment livrés à eux-mêmes ou plutôt à des gangs. Des quartiers hors de la République, où le taux de chômage est du double et même parfois du triple de la moyenne nationale. Des quartiers où l'exutoire le plus logique est dans la délinquance, la vente des stupéfiants, la violence et en bout de processus la prison, où ces populations représentent le taux le plus élevé de détenus et de récidivistes. Une situation générale qui a fatalement procédé d'une macération, d'une dégradation du cadre de vie à la française et d'une perception très négative de citoyens français qui disent ne plus reconnaître leur pays, leur mode de vie, une détérioration qu'ils imputent à la présence de ces populations, dont ils estiment désormais qu'elles sont trop nombreuses, envahissantes, irrespectueuses du devoir sacré qui est dû à la maison de l'hôte,
dont il faut respecter les us et coutumes et dont il ne faut pas insulter, disent-ils, le mode de vie, le civisme ambiant. Ce qui peut sembler tout à fait légitime, sauf que c'est oublier tout le substrat politique, les contextes économiques et historiques, le vieux fond culturel et civilisationnel d'une société qui est passée par la phase du colonialisme du bon côté du manche, et le prisme par lequel elle toise ces damnés de la terre, ces anciens colonisés qui ont échoué sur cette terre, des damnés de la terre, pour reprendre Frantz Fanon, qui croyaient débarquer dans l'Eldorado. Une société de consommation compulsive où ils sont confinés, ravalés au dernier sous-sol, une sorte d'îlote dont on aurait exigé tacitement qu'ils restent dans les marges qui leur ont été imparties. Des citoyens de seconde zone qu'on lorgne avec complaisance, dans le meilleur des cas, et dont on attend qu'ils fassent montre de suffisamment de bon goût pour rester invisibles et surtout inaudibles. Mais c'est aussi ne pas vouloir comprendre qu'une telle exclusion, une telle ségrégation, dans un pays qui se dit le temple de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, et où reste vivace malgré tout cet esprit humaniste militant, ne pouvait pas ne pas produire chez ces populations la révolte, l'incivisme, la désocialisation, la violence, le rejet et le refuge dans ce qu'elles estiment ou dans ce qu'elles croient être leur identité refuge, leur ultime port d'attache, leur seule façon de recouvrer leur dignité foulée aux pieds, puisque la société française, dans la réalité de son attitude, ne veut pas d'eux, d'une autre façon que des individus sans couleur et sans saveur, qui se laissent assimiler sans état d'âme, assimiler, bien sûr, dans le sens digestif du terme, et non pas intégrés dans le respect et l'estime de leurs origines et de leur choix de vie. D'autant plus que je pense que si d'ici à 2022 le pays n'a pas fait toutes les réformes qu'il doit faire démocratiquement, lucidement, eh bien en 2022 ça sera le déclin et le Front National ou quelqu'un du même genre arrivera au pouvoir. Présidentielle française où la stigmatisation supplante l'économie. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir Anis El Kama, psychologue, militant politique qui est avec nous depuis Paris, et Selim Laïbi, écrivain, militant des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Marseille. Avant de les recevoir, je rappelle que les intentions de vote, contrairement à ce que vous avez vu maintenant sur l'écran, en date du 18, diffusé par le Parisien libéré, un baromètre 2022 livré par Sopra Steria parle de 56% à peu près de bulletins d'intention de vote pour M. Macron et de 44% d'intention de vote pour Mme Marine Le Pen. Anis El Kama, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir Jamaldine. Je salue tous nos téléspectateurs et puis Sahar Mdankom, Sahar Torkom. Et c'est le Mektazada. Anis, votre sentiment donc sur ce deuxième tour de l'élection présidentielle française avec un écart somme toute important pour M. Macron. À votre avis, comment ça va se passer? Comment voyez-vous les choses?
Alors, juste avant de faire un commentaire sur ce sujet, je souhaiterais clarifier les choses. Moi, je me situe un peu de façon extérieure et comme observateur extérieur de la vie politique française, étant moi-même uniquement algérien n'ayant pas la nationalité française, ayant fait le choix aussi de ne m'impliquer uniquement en politique algérienne, donc je ne peux que donner une remarque extérieure. La remarque est telle que il y a une droitisation, une extrême droitisation très forte de la vie politique française que l'on observe depuis 10 ans, peut-être même 20 ans. Ce n'est pas qu'en France, bien sûr. On voit ça un peu dans tous les pays occidentaux et ça traverse un peu le spectre des pays occidentaux. Il y a Orban en Hongrie et le FPÖ en Autriche et d'autres. Et Boris Johnson aussi, d'une certaine manière, en Angleterre. Et la question est que moi, je réfléchis toujours au bonheur et au bien-être de mes concitoyens, quel que soit leur pays. Et la question politique française importe puisque on est des millions à vivre en France et certainement le pays qui compte le plus d'Algériens. J'avais déjà parlé à la veille du premier tour des élections. J'ai été invité, je crois, par votre confrère Chaban pour parler de cela avec d'autres camarades et militants. Et je leur avais tout simplement déclaré qu'il fallait voir qu'est-ce qui est dans l'intérêt de nos populations, qu'elles soient en France ou en Algérie. L'intérêt était de voter, bien sûr, Mélenchon, puisque le seul parti qui avait eu des militants qui ont eu le courage de soutenir, ou en tout cas de ne pas soutenir la dictature algérienne et de se mettre du côté du Hirak. On n'a vu que les militants de la France Insoumise. On n'a pas vu de militants d'En Marche ou encore moins du Rassemblement National tenir de tels propos. Et donc j'étais plutôt, même si je n'ai pas le droit de vote, mais je me suis dit que si mes compatriotes devaient avoir un avis de ma part, c'était celle de voter Mélenchon. Pour le second tour, il est tout à fait clair que la pire option est celle de Marine Le Pen et je vais peut-être en parler de manière beaucoup plus détaillée. Parce que tout simplement, c'est la fille d'un ancien tortionnaire de la guerre d'Algérie, c'est la fille d'une personne qui a torturé nos grands-parents, nos parents dans la guerre d'Algérie. Il faut tout simplement oublier cette façade-là qui serait une façade... Mais à partir de la vision de cet angle des choses, Anis, est-ce que ce n'est pas ruminer une histoire qui devrait évoluer, où l'on devrait... décomplexer tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir en parler de façon claire, pour pouvoir faire la lumière sur beaucoup de pans d'ombre, sans pour autant à chaque fois reprocher aux gens d'être le fils d'un tortionnaire ou la fille d'un tortionnaire. Est-ce que vous pensez que c'est un argument qui mérite d'être évoqué ? Oui, c'est un argument qui mérite d'être évoqué parce que derrière la façade, entre guillemets, des diabolisations, il y a le service d'ordre qui appartient complètement à des fascistes, à des néo-nazis. Il y a bien sûr le micro-parti qui appartient, je crois, au beau-frère de Madame Le Pen qui est totalement d'extrême droite. Il y a des propos tenus dans leur service d'ordre qui sont d'extrême droite. Il y a des personnes qui se cachent derrière le rideau. Oui, mais pourquoi ne pas plutôt s'attacher à cet aspect des choses plutôt qu'à M. Le Pen qui était militaire pendant la colonisation et qui a torturé de ses mains? Pourquoi revenir sur ce pan de l'histoire qui n'est pas tellement utile aujourd'hui? Je le dis parce que la famille Le Pen n'a pas rompu avec une tradition coloniale. Rappelons que Marion Maréchal Le Pen, et c'est vraiment une question familiale, lorsqu'elle a décidé de, entre guillemets, faire une pause dans sa pseudo-carrière politique ou de ce qu'elle appelle carrière politique, elle est partie en Côte d'Ivoire faire des affaires. Rappelons que le DSP, qui était le service d'ordre de Jean-Marie Le Pen, qui, je le rappelle, était un tortionnaire de la guerre d'Algérie, a donné les belles heures de la France-Afrique et notamment au Zaïre et aux Comores, et ils ont donné aussi pas mal comme Bob Denard, donc je rappelle que Bob Denard était très proche du Front National. Je finis juste sur ça. Bob Denard qui était un mercenaire de réputation mondiale. Mais restez avec nous, Anis Krama, je reviens. Oui, finissez votre phrase. Aux Comores faire la pluie et le beau temps, oui. Oui. Alors, Salim El Haïbi, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Sahar Mdankom, Sahar Siamkom. Bonsoir à votre invité et à tous nos auditeurs, bien entendu. Et merci de m'avoir invité. Merci à vous, Salim. Alors,
Votre sentiment donc sur cette élection d'abord, avant de commencer à entrer dans certains détails? Mon sentiment, c'est que ce n'est pas une élection, c'est un braquage. Il faut être sérieux 30 secondes. C'est ce que voulait faire Macron depuis le départ, se retrouver avec Marine Le Pen face à lui pour transformer les Français en millions de castors, pour faire barrage, tout le temps barrage, à vie barrage. Il n'y a plus personne en France qui vote pour ses convictions. Au premier tour, ils ont voté utile Mélenchon parce qu'ils savaient qu'il avait le vent en poupe. Au deuxième tour, ceux qui ont voté Mélenchon, ils vont voter Macron parce que pour faire barrage à Marine. C'est-à-dire, à quel moment un citoyen français va-t-il pouvoir condamner une pardon politique... de vous interrompre, Selim, juste quelques précisions sur justement ce qui est apparu au baromètre. Alors, les intentions de vote au deuxième tour, vous parlez de Mélenchon, ce n'est pas tout le monde qui va voter Macron. Il y aura 38% qui vont voter, selon le sondage, les intentions de vote. 38% pour Macron et 16% pour Le Pen. Yannick Jadot, 61% pour Macron, 7% pour Le Pen. Électeur de Valérie Pécresse, même si c'est vraiment une portion congrue, 52% pour Macron, 17% pour Le Pen. Électeur d'Éric Zemmour, 11% pour Macron quand même, et 73% pour Le Pen. Je vous laisse poursuivre. Donc voilà, il y a quelque chose. Il n'y a pas eu de campagne électorale, c'est quand même historique, c'est du jamais vu. Il y a un braquage de la démocratie. Ils ont hacké la démocratie. Macron, les banquiers dont il est issu, les oligarques français, ont braqué la démocratie. Il n'y a pas eu de campagne, il a refusé de débattre. Les images des meetings, ce sont eux qui les livrent. D'ailleurs, ça se comprend puisqu'il a fait même pas 2000 personnes au Pharo à Marseille, c'était un fiasco total. Mais c'est pareil pour tous. Il n'y a pas eu il a refusé de faire le bilan de son quinquennat catastrophique. On se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont combattu Macron pendant 5 ans et qui appellent à voter Macron maintenant pour faire barrage encore une fois. Ça n'a plus, pour moi, ça n'a plus aucun sens. C'est pas ça la politique. Ça veut dire quoi? On va se retaper Macron encore 5 ans? Mais c'est dramatique. C'est dramatique. Mais c'est qu'il n'y a pas tellement le choix, Selim Laïbi. Soit c'est Macron, soit c'est Le Pen. Dans cette situation, qu'est-ce que vous recommanderiez vous-même? Je recommande un truc très simple. Entre la peste et le choléra, moi, je n'ai pas à choisir. Mort pour mort. Nous, vous savez qu'on a un gros souci en France aujourd'hui. J'appelle pas ça de l'islamophobie, j'appelle ça de l'islamomanie. Ils sont devenus maniaques de l'islam, ils parlent de l'islam à longueur de journée, matin, midi et soir. La France, elle a augmenté de 600 milliards d'euros sa dette en 1 an et demi à cause de la gestion calamiteuse du Covid. Il n'y a plus d'huile dans les étals, il n'y a pas de farine, il y a du rationnement dans les produits alimentaires de première nécessité. L'essence est à 2 €. Le gaz, le prix du gaz a explosé. Il y a 11 millions de pauvres. Bref, l'hôpital public est en ruine. La justice, il faut 12 ans pour juger un laboratoire que les effets secondaires de la grippe H1N1 ou le Mediator, etc. Il faut 12 ans. 12 ans dans ce pays pour juger une affaire en justice. C'est-à-dire les victimes ont le temps de mourir avant d'être indemnisées. Peut-être que c'est ce qu'ils recherchent. Donc le pays est en ruine et l'islam. On a vu aussi, si Jamaldine, moi il y a un truc qui me dérange aussi, c'est le niveau lamentable. Quand on voit une Marine Le Pen face à Léa Salamé, qui confond l'Algérie et la Tunisie et qui dit que Bourguiba c'est le président de l'Algérie pour interdire le voile dans la rue. On voit Marine Le Pen qui veut ça relève de la psychiatrie. Elle veut interdire le voile dans la rue. C'est-à-dire, elle veut obliger les gens à s'habiller comme elle le souhaite elle-même. Ça s'appelle le fascisme. Je suis désolé. Pourtant, je ne suis pas en train de la diaboliser. Pour moi, Marine Le Pen, c'est pas son père. Mais elle a fait une déclaration où elle a fait une nette différence entre islam et islamisme. Elle a dit respecter le choix, la conviction des gens. Elle a dit parce que ce sont des options, des convictions constitutionnelles et qu'elle respecte sa constitution. Elle a dit s'attaquer plutôt à l'islamisme et à ses dehors, j'allais dire rituels, et qu'elle respecterait l'islam. C'est ce qu'elle a dit du moins. Oui, mais bon, vous savez, c'est comme Macron, et Macron, il a dit exactement la même chose.
Il a dit que c'était pas le voile islamique, ce n'est pas dans la culture et la civilité française, en utilisant un terme hors propos, parce que la civilité c'est la politesse, et je vois pas ce que vient de faire la politesse dans cette affaire. Darmanin avait accusé Macron sur un plateau de France 2 en lui expliquant qu'elle était trop molle face à l'islam et qu'il lui fallait prendre des vitamines. Blanquer, le ministre de la Culture, a expliqué, pareil, sur un plateau télé, que le voile islamique n'était pas souhaitable en France. Donc, vous savez, ils ont reçu quelques milliers d'élèves, d'écoliers ukrainiens, et ils se sont rendus compte d'une chose, étant donné que les mathématiques c'est le langage universel et que en 3 semaines ils n'allaient pas apprendre français, par contre ils savent faire des maths et tout le monde est d'accord là-dessus. Eh bien ils sont très avancés par rapport aux écoliers français. Pourquoi ? Parce que l'école de la République est en train de couler. Le classement international PISA est catastrophique, tous les 2 ans on perd quelques places. Et eux, qu'est-ce qui les intéresse ? C'est le voile islamique, le voile islamique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le niveau est tombé plus bas que terre. On a des scandales monstrueux qui touchent Macron, le scandale McKinsey, la corruption, les conflits d'intérêts. Je sais même plus quoi dire. Franchement, entre nous, il y a de quoi largement comprendre les abstentionnistes. Ils sont déroutés. Et je reviens à vous dans un moment, Selim, pour parler justement de cette propension à l'abstention qui sévit dans ces population dont on parle aujourd'hui. Alors, avant de donner la parole à Anis El Kama, nous allons écouter M. Darmanin, curieusement être encore plus extrême et plus extrémiste que Le Pen, d'ailleurs, qui fait des yeux ronds, qui le regarde comme ça, qui ne comprend pas qu'il pouvait aller aussi loin. Regardons. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine. Alors, Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Vous regrettez qu'elle soit molle ? Je ne comprends pas bien. Disons que je crois que dans son souci non, mais c'est pas Marine Le Pen. Mais je dis simplement que Madame Le Pen, là, je la sens un peu branlante, là, un peu molle sur les questions. Prenez des décisions fortes qui... Incroyable. Alors, nous allons écouter M. Macron nous parler du voile. Pourquoi cela nous insécurise, ce voile ? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés à cette égalité entre... Anis El Kama, donc les populations dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, celles d'origine musulmane ou d'origine musulmane, maghrébine ou nord-africaine ou d'origine nord-africaine, françaises de nationalité binationale ou seulement française, ou qui ont gardé leur seule, comme vous-même, leur seule nationalité d'origine, sont concernés au plus haut point par ce discours ségrégationniste, discriminatoire, raciste, islamophobe. Or, curieusement, ces populations n'usent pas d'un moyen qui pourrait leur permettre de s'imposer un tant soit peu dans la décision politique, dans l'orientation politique de la France, qui est le vote. Le vote groupé, j'allais dire, de façon orientée, avec des choix qui puissent permettre de négocier à la limite. Ces populations sont réputées pour être celles qui votent le moins, pour s'abstenir le plus. À votre avis ? Alors, il est vrai que lorsqu'on se sent exclu, ghettoisé, en dehors de la vie publique, on a moins tendance à être motivé par cette vie publique. Après, pour être tout à fait clair, moi j'appelle au... Enfin, moi je fais pas un appel je fais pas un appel à ces populations-là. Moi je donne un avis personnel qui peut être suivi ou pas suivi. Il y a bien sûr un racisme latent, il y a un racisme qui pour moi traverse tout le spectre politique français, que ce soit de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, mais il y a bien sûr des degrés dans ce qui est le pire. Et le pire actuellement dans le second tour, c'est la fille du tortionnaire Jean-Marie Le Pen.
c'est exactement ce que doivent se dire les personnes qui iront faire leur choix, bien sûr, en leur âme et conscience et en toute liberté. Mais il faut se dire que cette histoire-là aussi qu'on nous vend, qu'il y aurait des élites mondialistes, entre guillemets, dans un discours pseudo-complotiste disant qu'il y aurait des nationalistes d'un côté et des mondialistes de l'autre, c'est tout à fait faux, parce que Trump n'a pas donné le pouvoir au peuple, il a effacé des droits sociaux qui étaient l'Obamacare, qui était la sécurité sociale, l'équivalent de la sécurité sociale aux États-Unis. Orban piétine les droits des travailleurs et piétine le droit des personnes précarisées. Boris Johnson, je ne pense pas qu'il fasse mieux en Angleterre. Donc, choisir entre je sais que c'est un choix très très difficile à faire, hein, mais moi je donne un avis alors que je n'ai même pas le droit de voter. Et entre nous, moi je ne souhaite pas tellement changer la situation politique. Moi mon objectif c'est de changer mon pays, d'y rentrer. Bref, mais en tout cas, entre l'ultralibéralisme seul et l'ultralibéralisme plus le racisme et les services d'ordre du DSP, de Jean-Marie Le Pen et des néo-nazis qui sont cachés derrière le rideau, eh ben, je pense que les personnes peuvent faire un choix. Après, je comprends que des personnes puissent se dire qu'ils comprennent des abstentionnistes, bien sûr, mais l'abstention ou le vote blanc n'a jamais résolu quelque chose. Que les personnes fassent une révolution, qu'ils changent les choses, qu'ils aillent vers une nouvelle république, vers un système parlementaire, vers un système peut-être qui ressemblerait à l'Allemagne où il y aurait des coalitions, où il y aurait des solutions un peu plus, entre guillemets, démocratiques. Que les personnes critiquent la Ve République, je le comprends. Nous critiquons nous-mêmes en Algérie notre constitution qui est largement et qui est totalement copié-collé de la constitution qui est venue du putsch d'Alger ou juste après le putsch d'Alger en 1958. Je comprends très bien cela. Vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Nous avons des problèmes qui se ressemblent, qui sont en écho, tout simplement parce qu'on a été colonisé par ce pays. Après, de là à dire que Marine Le Pen donnerait plus de droits aux travailleurs ou donnerait plus de droits ou plus de protectionnisme, c'est absolument faux. Il y aura juste le même libéralisme, le même degré de libéralisme avec du racisme en plus et avec les forces de l'ordre et la force du droit. Alors, Selim, Anis est en train de nous dire que l'abstention et le vote blanc n'ont jamais réglé quoi que ce soit. Il semble, nous allons lui demander tout à l'heure, il semble appeler les gens à aller voter. Mais vous-même, Selim, vous semblez ne pas opter pour aller voter pour un vote refuge ou un vote sanction, si on préfère. Quel est votre avis sur cette question ? Voter ? S'abstenir ? En fait, c'est simple, c'est très simple. Je vote. Moi, je sais pas, je peux pas jouer au football dans un match truqué où l'arbitre est vendu et où mes propres joueurs sont corrompus. Et moi, je vais courir tout seul comme un fou pour gagner alors que je vais perdre. Et je sais que tout le monde est corrompu et que le match est truqué. Ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'il faut voter, mais bien sûr qu'il faut voter, bien sûr qu'il faut participer à la vie politique. Et je dirais même, il faut voter plus que ce qu'on vote. Moi, je suis pour le RIC, je suis pour l'implication des citoyens, le référendum d'initiative citoyenne, je suis pour l'implication du citoyen dans le quotidien, je suis pour un fédéralisme, une décentralisation, etc., etc. Sauf que là, il n'y a rien qui marche. Là, c'est une mascarade. Enfin, quand vous voyez Macron faire ce qu'il fait, c'est intolérable. Il a quand même éborgné, c'est la police de Macron qui a éborgné, je ne sais, une vingtaine de Français, qui a arraché des mains, des pieds. Est-ce que vous savez qu'il y a des citoyens français qui ne peuvent pas marcher dans la rue sans prendre 135 € d'amende ? On leur sort des histoires. Emmanuelle Anizan, une journaliste de l'Obs, elle s'est faite bousculer par la Bravem, elle s'est faite maltraiter alors qu'elle faisait son travail de journaliste. Il a fallu que Didier Lallemand s'excuse parce qu'elle a écrit un article incendiaire sur l'Obs. Donc, si ça, c'est pas le fascisme, je sais pas ce que c'est. Aller bousculer une petite dame, une journaliste qui a la cinquantaine consommée, qui faisait son travail, et d'ailleurs tous les autres, les 5-6 autres personnes, elles ont toutes pris une amende à 135 €. Enfin, où on va ? Qu'est-ce qu'on peut faire de pire ? Je rappelle quand même qu'il y a eu des morts. Zineb Radouane, Allah yarhamha. Ils ont falsifié les rapports d'autopsie. Enfin, je sais pas, il n'y a plus d'état de droit en France et c'est Macron le responsable. Falsifier
droit d'autopsie, je vous laisse la responsabilité de ce que vous êtes en train de dire, bien évidemment. Ah non, mais c'est connu. Elle est arrivée en Algérie, ils ont fait, c'est connu, c'est public, c'est médiatisé, ils ont fait une autopsie au bled, ils ont dit que c'était pas... Ils ont même au bled. nettoyé... Si c'est au bled, il n'y a aucun souci à se faire, c'est une pratique ordinaire. Non, en France, ils ont dit qu'elle avait pris une seule balle et ils ont retrouvé au bled sur son cadavre 2 traces. Donc ils ont menti. C'est son fils qui a dénoncé ça dans les médias français, etc. Donc, mais ce n'est rien. Il y a des dizaines de cas comme ça. Les éborgnés, les gilets jaunes éborgnés, ils ont été emprisonnés par dizaines de milliers. Salim, moi j'entends bien ce que vous dites. Sauf qu'en l'occurrence, vous avez le choix entre laisser passer Macron ou laisser passer Le Pen. Il n'y a pas une troisième voie. Or, Madame Le Pen, de l'avis de tout le monde, y compris de gens de droite, passe pour un péril qui risque de passer comme un tsunami sur beaucoup de choses, et notamment sur la vie déjà lamentable de ces communautés, de ces populations dont nous parlons aujourd'hui. Alors que, vu côté Macron, du moins pour les Algériens, jamais un président de la République française n'a été aussi loin dans la reconnaissance mémorielle concernant les événements de l'histoire coloniale de l'Algérie. Jamais un président français n'a osé qualifier le système algérien de système politico-militaire. C'est quand même pas rien. Ouais, mais je rappelle quand même, c'est le livre. Pourquoi ne pas voir les choses dans leur ensemble plutôt que de façon plutôt étriquée en ne sélectionnant que le plus mauvais, que j'allais être tenté de dire des poux sur la tête d'un chauve, quoi. Excusez-moi pour cette formule. Moi, je un peu rappelle malheureuse. juste que dans le livre L'Affairiste, sur le livre sur Alexandre Ahmed Djouri, 2019 aux éditions Stock, il est écrit texto qu'Ahmed Djouri avoue avoir donné 18 millions d'euros à Emmanuel Macron pour sa campagne électorale de 2017. Et c'est le FCE qui a payé, c'est Ali Haddad, qui est actuellement en prison. Donc Emmanuel Macron... Ahmed Djouri, c'est pas moi, c'est lui qui le dit dans ce livre. Bizarrement, curieusement, ce livre, il n'a pas fait scandale, c'est assez dingue. Normalement, il aurait dû avoir une enquête immédiatement du PNF, du Parquet National Financier, mais c'est passé à la trappe, comme toujours, avec les scandales Alstom, les scandales MSC, les scandales McKinsey, tous les scandales de la Macronie, il passe à la trappe, c'est magique, c'est extraordinaire. Pour revenir à Marine Le Pen, j'ai pas envie de la défendre, sincèrement. J'ai pas envie de la défendre. Mais on peut pas dire que c'est une nazie qui est colonialiste. Elle a viré son père quand même malpropre du parti. Elle était avocate de sans-papiers quand elle était au début de carrière. Son parti est infiltré. Il est plein de membres importants du lobby LGBT, franc-maçon. Franchement, dire que le Rassemblement national d'aujourd'hui, c'est le Front National des années il y a 30-40 ans, sincèrement, c'est malhonnête. Franchement, c'est pas possible de dire ça. Il y a des livres qui ont été écrits sur le Front National, Rose Marine, pour le lobby LGBT, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas encore des nazillans. Il y a Châtillon encore, il y a le GUD, les anciens du GUD, mais bon, ils sont aussi dans la droite, on les connaît, les ex-d'Occident et du GUD, ils sont aussi chez les LR, mais eux, on n'en parle jamais, curieusement. Bon, moi, personnellement, j'ai pas envie de faire ce choix. Ce que je sais, c'est que dans tous les cas, il faut être quand même, encore une fois, sérieux, 30 secondes, ça va mal finir. Dans pas longtemps, il va y avoir des émeutes de la faim en Afrique, du Nord, en Afrique tout court, en France aussi. Ça va mal finir parce que il y a quand même un mépris de la population. Quand il faut donner des centaines de milliards à Pfizer, à McKinsey, à Moderna, l'argent coule à flot. C'est des torrents de milliards. Quand il faut donner quelques euros aux citoyens et aux pauvres, il n'y a plus. On vous explique, mais non, on peut pas. On peut pas augmenter le SMIC, c'est pas possible. C'est intenable. J'adore, moi, les macronistes, quand ils demandent aux marinistes comment vous allez financer votre programme. Pourquoi, lui, comment il a financé? Il a augmenté la dette de 600 milliards. C'est le Mozart de la finance a fait exploser la dette de 600 milliards. Vous vous rendez compte? C'est 3 fois le PIB de l'Algérie.
Donc, et ça passe comme une lettre à la poste. Très bien, restez avec nous. Ça, oui. J'arrive pas à comprendre. Alors, nous allons écouter Monsieur Jack Lang, puis nous allons revenir sur quelque chose de très particulier qui vient de se produire dans le paysage politique, appelons-le comme ça, français. Mais écoutons d'abord Monsieur Jack Lang, rappelons-le, le directeur général de l'Institut du monde arabe, hein, ex-ministre de la Culture. De l'Institut du monde arabe et au-delà, ami de la culture, de l'art. Je m'adresse à vous aujourd'hui de façon un peu exceptionnelle. Habituellement, je dois m'imposer une obligation de réserve et ne pas m'immiscer dans la vie politique du pays. C'est normal. J'anime une institution culturelle à caractère international. Mais aujourd'hui, ce sont les institutions culturelles du pays qui se trouvent en grave danger, y compris l'Institut du monde arabe. Il suffit de constater que Mme Le Pen, là où ses amis exercent un pouvoir local, interdisent, censurent, empêchent, veulent imposer leur pouvoir et une pensée unique. Elle apporte son soutien à des régimes comme le régime hongrois, qui a bafoué depuis plusieurs années la liberté d'expression dans ce pays. Donc il est certain que si par malheur, et j'espère que cela ne se produira pas, Mme Le Pen devenait présidente de la République, il en est fini. Il faut regarder les choses en face. Il en est fini de nos libertés de conscience, de nos libertés de pensée, de nos libertés culturelles. Alors, Anis El-Qama, nous allons faire un tour de micro d'1 minute chacun pour revenir à autre chose, juste sur commentaire sur ce que vient de dire M. Jack Lang, puis nous allons revenir au sujet proprement dit. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Anis El-Qama, en moins d'1 minute, s'il vous plaît? Non, mais il est clair que les libertés publiques et les libertés individuelles vont courir un péril. Moi, je suis d'accord que sous Macron, à le paradis, loin de là. Après, en ce qui nous concerne nous-mêmes, et pour faire court, en ce qui concerne l'Algérie, l'Afrique et toute l'histoire de la France-Afrique, elle a été traversée par l'extrême droite, elle a été surtout traversée par l'extrême droite. J'ai cité les mercenaires qui étaient proches de ces réseaux-là. Et tout simplement, oui, bien sûr que Djouri, il y a l'affaire du financement. Non, mais sur Jack Lang, un petit tour de micro sur Jack Lang, sur la déclaration de Jack Lang seulement, et après on reviendra sur le sujet. Oui, mais sa déclaration concernait le péril qu'il y aurait en France. Oui. C'est bien cela. Oui. Oui, mais bien sûr que l'extrême droite n'a jamais eu comme culture de rendre le pouvoir au peuple ou de même protéger les droits sociaux. Et je vous ai donné l'exemple de Trump qui a supprimé l'Obamacare et qui a supprimé les droits sociaux. C'est la même chose pour Orban en Hongrie, c'est la même chose pour Boris Johnson en Angleterre. Et jamais l'extrême droite n'a donné des droits sociaux aux prolétaires et n'a augmenté le pouvoir d'achat de qui que ce soit. Hein, ça se saurait su. Voilà. Très bien. Alors, Salim Laibi, en moins d'1 minute, s'il vous plaît, sur la déclaration de Jack Lang, qui parle en tant que directeur général de l'Institut du monde arabe. Alors, pour ne pas faire plus d'1 minute, je suis désolé, hein, mais je vais être un peu sévère. Moi, juste son visage me donne la nausée. Je le supporte pas. C'est un hypocrite. Il est impliqué. Il a une affaire de 200 000 euros de costume Smalto. L'Institut du monde arabe n'a pas payé un traiteur libanais qui. Enfin bon, bref, il est pathétique à l'image de l'élite politique française. Il devrait respecter le droit de réserve, mais apparemment, encore une fois, en France, plus personne ne le respecte. La présidente de l'université de Nantes ne l'a pas respecté. La PHM de Marseille ne l'a pas respecté puisqu'ils ont envoyé un mail à tous les salariés leur demandant de voter Macron. C'est unique dans l'histoire. Les gens ne respectent plus l'état de droit, ne respectent plus rien. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Sinon, bien. Jack Lang, bof. Très bien. Alors, justement, sur ce droit de réserve et sur le respect des grands principes républicains en France, autrement dit la laïcité, mais aussi, comme l'a précisé tout à l'heure Salim Laibi, sur les transgressions qui pourraient mener vers une sorte de séparatisme, ce nouveau terme à la mode. Anis El-Qama, le recteur de la mosquée de Paris, a appelé à voter M. Macron, et plus que ça, il a offert un iftar
dans le cadre de la campagne pour voter Macron. Il n'y a eu aucune réaction des pouvoirs publics, ni même de la presse, ni même des habituels chroniqueurs qui sont aux aguets, qui cherchent à la loupe la moindre petite chose pour parler du voile, de tout ce qui est musulman ou islamiste. Mais là, la transgression de monsieur le recteur de cette condition de laïcité, de ce droit, de cette obligation de réserve, il n'a pas à appeler en tant que patron d'une institution à caractère religieux. Il n'a pas à appeler à voter Macron, or il l'a fait et il n'y a eu aucune réaction de quelque sorte qui soit, et notamment de la part de ceux qui sont là habituellement à pérorer sur le port du voile, sur la nécessité de sauvegarder la laïcité en France, etc. Anis Kama. Sur le fait qu'il y ait 2 poids 2 mesures, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr que l'establishment français fait preuve de beaucoup d'hypocrisie et qu'il nous a habitués à un peu plus d'allergie à toute manifestation religieuse et plus spécifiquement islamique. Après, là où je suis pas tellement d'accord avec vous, c'est sur la laïcité. La laïcité, c'est un concept qui est quand même très très spécifique et circonspect. En fait, ça concerne uniquement l'État. L'État doit être neutre. L'État doit être séparé du culte et de l'Église au sens général. Mais après, cela ne veut pas dire aseptiser la vie publique, interdire le fait qu'il y ait des religieux... Et non, Anis Kama, puisqu'on interdit aux citoyens et aux personnes de porter le voile, de manifester de façon ostensible ou ostentatoire des signes religieux. Ce n'est pas seulement l'État. On est en train de vouloir laïciser l'espace public. Et l'expression publique. C'est une manipulation de la laïcité. Et je conseille tous les auditeurs de lire un livre très intéressant de Jean Bobéro qui s'appelle Laïcité falsifiée et qui explique comment un simple principe en réalité qui avait pour objectif au début du XXe siècle, surtout d'intégrer les enfants juifs à la République française, est devenu, à travers sa manipulation par la droite et l'extrême droite justement, un outil pour frapper les musulmans. La laïcité, ça ne veut pas dire ça. On voit bien qu'en Angleterre, qui est un État pluriculturel, les personnes peuvent porter le foulard et être policières dehors, il n'y a pas de souci. C'est juste une extrémisation de laïcité, une manipulation de la laïcité, et effectivement qui fait 2 poids 2 mesures. Mais si on doit rester uniquement dans l'esprit de laïcité, y compris dans celui de 1905, eh bien, il n'y a pas de chose qui empêche qu'un recteur ou qu'un rabbin ou qu'un prêtre ou qu'un pasteur puisse donner son avis. Mais il semble que ce ne soit pas le cas. Il semble que ce ne soit pas le cas. Il semble que le consistoire juif n'est pas appelé à voter pour X et Y. Il semble que le clergé catholique ne l'ait pas fait, ni les protestants, ni qui que ce soit d'autre que le recteur de la mosquée de Paris. Oui, il n'est pas étonnant que ce soit le recteur d'une mosquée qui réagisse, parce que les premiers qui vont pâtir d'une élection de l'extrême droite avec ses relents nazis, ce serait les musulmans avant les protestants et les juifs, etc. Voilà. Alors, Selim, sur la même question. Ah ben la question, elle est vite répondue. L'article 167.2 sur la loi sur le séparatisme que je vais vous lire et qui vient publié au journal officiel, donc applicable en France. Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel. Les délits prévus au présent article sont punis d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc article 167-2 de la loi sur le séparatisme qui a été voté au mois d'août dernier et qu'ils ont fait pour justement augmenter la pression sur les musulmans. Je rappelle quand même que sous le quinquennat Macron-Darmanin, il n'y a jamais eu autant d'écoles privées musulmanes fermées et des mosquées fermées pour rien, sans aucune raison. Il y a une école primaire à Marseille, Darmanin leur a envoyé les brigades cynophiles, des chiens pour chercher je ne sais quoi, de la drogue, de l'héroïne, dans une école primaire, des explosifs peut-être qu'ils veulent abattre le bâtiment de la CMA-CGM, je ne sais pas. Donc on a la répression qu'ont subi les musulmans pendant le quinquennat
Macron est spectaculaire. Et tout le monde le sait en fait, hein, tout le monde peut le constater. Il suffit de voir, ils ramènent tout le monde. Ils amènent les pompiers pour vérifier s'il n'y a pas l'affichage du numéro 19 sur le mur. Ils ramènent les URSAF, les douanes. Il y a tout le monde qui vient, ils sont 50, dans une école primaire qui souvent au passage sont très bien notés par l'académie parce qu'ils travaillent mieux que les écoles publiques. Et malgré ça, ils les ferment, hein, de manière totalement illégale. Après, vous partez dans des procédures judiciaires qui vont durer des années. Donc, non, le recteur de la mosquée qui est avocat, je rappelle que Shamsuddin Hafiz est avocat, il ne peut pas ignorer cette loi. Ce n'est pas possible. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il piétine la loi, ça s'appelle un délinquant, c'est la définition même juridique, définition étymologique du terme délinquant, c'est piétiner, ne pas respecter la loi, et comme par hasard là, les autorités, ça les intéresse. Leur ramener du musulman pour gonfler leur score, ça les intéresse. S'ils avaient fait ça pour autre chose, ils auraient fermé la mosquée de Paris. La grande mosquée de Paris, elle aurait été fermée illico presto, manu militari. Ils auraient envoyé les brigades cynophiles, ils auraient envoyé toute la smala. C'est du grand n'importe quoi. Très bien, merci. Alors, dernier tour de micro. Je vous prierai de ne pas dépasser 2 minutes chacun. Nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, selon le baromètre publié sur Le Parisien, les dernières estimations parlent d'intention de vote pour le second tour de 56% pour M. Macron et de 44% pour Mme Le Pen. Alors, si cela devait arriver, si Mme Le Pen n'est pas élue, mais qu'elle sort avec 44%, c'est un taux énorme qui est affirmé par des électeurs français, par des citoyens français. Et donc, cela signifie un potentiel de citoyens dont il faudra tenir compte lors de la suite des événements, notamment des législatives, notamment dans l'élaboration des lois, dans la politique générale de la France. Alors, que va-t-il se passer si ce scénario se précise? Si au mieux, j'allais dire, Mme Le Pen n'est pas élue, mais qu'elle s'en sort avec 44% des voix, plus de 40% des voix. Un essayement à moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Le fait que la fille de Jean-Marie Le Pen s'en sorte avec 44% des voix est quand même un signe ça dit quelque chose de la société française, ça dit quelque chose de l'évolution des sociétés occidentales en général. Moi, je vais être très clair sur cette question-là. Soit on vit tous ensemble, soit on ne vit pas tous ensemble. Il n'y a pas d'entre-deux. Moi, j'appelle tous ceux qui peuvent nous écouter à travers cet humble canal d'expression à se poser des questions à eux-mêmes, à se dire est-ce qu'ils veulent vivre dans des pays où il est très très difficile de vivre lorsqu'on a nos origines respectives, et de se poser la question aussi de est-ce qu'il ne serait pas intéressant de construire des pays dans lesquels on pourrait être entre guillemets, comme ils disent eux, les fascistes chez nous, et qu'ils réfléchissent à ces pays-là, c'est-à-dire qu'ils essayent de se reconnecter avec leur pays d'origine. Moi, je parle surtout aux Franco-Algériens qui sont très nombreux. Vous avez un autre pays, vous avez des personnes qui se battent pour la démocratie, pour la dignité dans cet autre pays. Prenez contact avec eux et peut-être que ça vous servira dans une situation qui sera très très compliquée, parce que je rappelle que, et j'insiste encore sur ça, que l'extrême droite, c'est les meurtres de Noirs américains aux États-Unis, c'est Charlottesville, c'est des nazis qui rentrent en plein dans une manifestation de militants de gauche à Charlottesville, et Trump qui dit que bien sûr les responsabilités sont partagées. C'est Orban qui qui donne l'ordre à son armée de tirer sur les migrants sans défense pour les tuer directement et qui leur donne un self-conduit. C'est Boris Johnson qui souhaite envoyer des réfugiés qui s'éloignent de zones de guerre au Rwanda, tout simplement pour les confier à l'État rwandais. C'est tout cela, en fait, l'extrême droite. Bien sûr que le libéralisme, l'ultralibéralisme, le macronisme n'est pas un rêve. Mais l'extrême droite, contrairement à ceux qui nous disent qu'ils n'ont pas essayé, bien sûr qu'ils ont essayé. On a vu les expériences nazies, fascistes, sous Mussolini, sous Hitler. Et pour moi, il y a une continuité très claire entre cette période-là, avec Trump, avec Boris Johnson, avec Orban, et peut-être un jour la fille du tortionnaire Jean-Marie Le Pen. Salim Laibi,
Le mot de la fin. En fait, politiquement, je parle politiquement, si Macron y gagne, ça va être un carnage. Pourquoi? Parce qu'il se dit, j'ai plus à séduire les Français, c'est mon dernier mandat, je vais me lâcher. Et là, il va se lâcher. Et là, ça va être une boucherie. Parce que rien que le scandale McKinsey, il aurait dû lui interdire de se représenter. Mais, enfin, je sais pas, vous savez, la chose la plus importante, c'est l'état de droit, la justice et l'état de droit. Si on enlève ça, il n'y a plus rien. Il n'y a ni droite, extrême droite, gauche, extrême. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus hommes, femmes, vieux, jeunes, noirs, blancs. C'est fini. On enlève le pilier central de la justice et de l'état de droit. Ça s'écroule. On ne peut plus parler. C'est le chaos. Alors maintenant, si Marine Le Pen passe, moi je trouve que politiquement, je parle politiquement, que c'est meilleur pour la France. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle va redynamiser la gauche. La gauche, elle va vraiment reprendre du souffle. La droite aussi. Alors que là, Macron, il est en train de liquéfier tout l'échiquier politique dans un grand parti qui ne veut rien dire. Marine Le Pen n'aura jamais la majorité aux législatives, jamais. Du coup, elle ne pourra pas faire passer les lois qu'elle veut. Donc, elle sera affaiblie en minorité. Et du coup, le péril brun n'est pas si évident que ça. Macron, s'il passe, ça va être une boucherie. Mais vraiment une boucherie. Alors que là, on le sait déjà, le Parti socialiste, même Jean Lassalle, il a fait mieux qu'Hidalgo. C'est quand même lamentable. Il a disparu. La droite, elle arrive même pas à rembourser sa campagne, Valérie Pécresse. Et si Macron passe, ça va être encore pire, puisqu'il va siphonner tous ses partis et il y aura plus rien en fait. Il y aura plus rien. Il va finir le travail, ça va être une boucherie. Marine, elle passe, ça va ressouder tout le monde face à Marine Le Pen. La législative, elle pourra jamais avoir la majorité comme Macron. C'est ce qui lui a permis de faire tout ce qu'il voulait pendant le quinquennat. Donc politiquement, c'est ça mon analyse. Voilà. Maintenant, pour le reste, moi, j'ai fait mon choix depuis longtemps. Il est hors de question que je choisisse. Pour moi, je suis hors jeu. Voilà, je suis hors jeu dans cette élection. Ça n'a ni queue ni tête. C'est absurde. Les enjeux sont beaucoup plus graves. Il y a le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a la dette. Franchement, il y a des enjeux catastrophiques et c'est certainement pas ni Marine ni Macron qui ont le pouvoir. Ce ne sont que des marionnettes d'un pouvoir beaucoup plus puissant qu'eux. Salim El Haïbi, merci beaucoup. Anis El-Qama, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que dans cette émission, il n'y a pas de bride éditoriale, que c'est une émission en direct, que nos invités ont toute liberté d'exprimer leur opinion sans aucune restriction qui soit, si ce n'est celle pénale, bien sûr, de la responsabilité. Et nous essayons d'être au plus près de l'expression libre. J'aimerais que tout le monde le comprenne. Sahaf Torkum, Slama.